Ok, merci beaucoup à tous pour cette invitation. Merci de cette occasion de parler, je crois, plus précisément du rôle du référent territorial du TIG. Je crois que c'était l'intitulé de ce webinaire. Simplement, donc moi je suis Emeric Habert, je suis le chef du service du TIG côté central, donc à l'agence du TIG. Et j'ai en charge notamment de porter cette politique publique du TIG qui était chère au gouvernement depuis 2018. Un petit rappel historique pour pas vous plomber non plus avec des points de droit, simplement rappeler que le TIG, travail d'intérêt général, est une peine qui a été créée en 1983 sous l'impulsion de Robert Badinter, et c'est une peine qui nous intéresse particulièrement puisque c'est probablement la seule qui associe la société civile directement à l'œuvre de réinsertion sociale en associant les partenaires de la société civile à l'exécution de la peine. Donc, rapidement, sur un point de procédure, une fois que la peine de TIG a été prononcée par une juridiction pénale ou aménagée par un JAP, le dossier va être transmis au service d'insertion pénitentiaire et de probation ou à la protection de la jeunesse, qui va être chargé de sa mise en œuvre à proprement parler. Il y aura un véritable temps d'analyse du profil par le professionnel chargé de la mesure. Et ensuite, le condamné sera affecté sur un poste de TIG, c'est-à-dire une mission à réaliser au sein d'une structure d'accueil qui peut être une collectivité, une administration, une entreprise habilitée ou bien une association habilitée. Sur place, il sera pris en charge par un tuteur qui est quelqu'un qui fait partie de la structure d'accueil. Un petit mot plus particulièrement sur les tuteurs de TIG, c'est vraiment les référents des condamnés au sein des structures d'accueil où eux-mêmes travaillent par ailleurs. C'est en quelque sorte l'interface d'abord avec le SPIP ou la PJJ sur la dimension probatoire de la mesure, puisqu'ils vont assurer le suivi des heures réalisées et tenir informer les services d'éventuels incidents. Mais surtout, ce sont au quotidien les encadrants techniques pour tout le temps de la mission. Ils ont un rôle d'accompagnement individualisé du tigiste, comme on dit, et de formation sur les tâches qu'il doit accomplir au quotidien. Donc, je m'attarde un peu là-dessus parce que c'est vraiment un rôle crucial dans l'ajout de sens dans la peine. Le tuteur, c'est le lien métier direct, le visage de la peine, si on peut dire, pour le tigiste, et la personne qui va être chargée de transmettre aussi des valeurs et des perspectives, des compétences professionnelles mobilisables dans le cadre d'un projet de réinsertion. Puisque pour rappel, nos condamnés à un TIG, c'est un public assez jeune, âgé en moyenne de 27 ans, dont plus de la moitié à 22 ans. Et l'exécution de ce TIG va être parfois aussi la première expérience à caractère professionnel. C'est pour ça que les tuteurs sont vraiment partie intégrante de la réussite du TIG. Donc, comme je vous disais, je fais partie de l'agence du TIG qui a été créée en décembre 2018 en relais de la volonté du président de la République de développer fortement cette peine comme outil de lutte contre la récidive. Le format un peu souple d'une agence devait permettre de multiplier très rapidement sur le territoire national les places de TIG, avec le relais essentiel des référents territoriaux du TIG. Céline en parlera plus longuement après, mais qui sont des professionnels de l'insertion, généralement issus du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, ou bien sinon des éducateurs de la PJJ. Ils vont agir au niveau départemental, justement en relais direct de cette politique de développement du TIG, et ils s'y consacrent à plein temps. Depuis 2018, c'est quand même un objectif accompli. On avait 18 000 places de tige à la création de l'agence. Aujourd'hui, on en a plus de 44 000, avec 16 000 et plus organismes habilités pour accueillir des tiges, et plus d'une cinquantaine de conventions de partenariat nationales qui ont été conclues entre le ministère de la Justice et des acteurs de premier plan de la société civile. Simplement un mot sur le mode de gouvernance de l'agence, qui est piloté par un comité d'orientation stratégique présidé par le directeur de la pénitentiaire et composé de 20 membres, donc des représentants de l'État, de collectivités publiques, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, d'entreprises, d'associations, et dont notamment Citoyens et Justice, qui vont co-construire avec nous et encadrer cette stratégie nationale du TIG. On a un comité qui se réunit 2 fois par an et qui participe à la définition pour des périodes de 3 ans d'un plan d'action stratégique de l'agence. Donc c'est vraiment important pour nous d'intervenir devant vous aujourd'hui, puisque Citoyens et Justice est partie prenante de la définition de cette stratégie. Enfin, un petit mot de transition, si j'ai envie de dire, les référents territoriaux du TIG. Donc, c'est une fonction, elle aussi, assez récente, hein, qui a été créée avec l'agence. On a un réseau national composé aujourd'hui de 77 postes, qui sont les interlocuteurs privilégiés vraiment des structures partenaires et qui vont promouvoir au local la mesure de TIG et rechercher de nouveaux postes, notamment créer de nouveaux contenus pour répondre à tous les enjeux qui se posent à nous aujourd'hui.
Voilà, c'était quelques mots d'introduction. On aura l'occasion d'échanger plus en détail après sur les questions techniques que vous pouvez vous poser. Merci Émeric. Pour ma part, donc, je suis Stéphanie Lassalle, responsable du pôle accompagnement des personnes condamnées à citoyen et justice. Nous sommes effectivement signataires d'un accord national avec le ministère de la Justice de façon à veiller à développer autant que faire se peut le travail d'intérêt général au sein de notre réseau et au-delà. Nous sommes membres effectivement depuis son installation du comité d'orientation stratégique et c'est à ce titre-là que nous organisons aujourd'hui ce webinaire. Ce webinaire qui s'inscrit dans un ensemble d'actions qui ont déjà été déployées au sein du réseau. D'abord, une opération de repérage de l'implication de nos adhérents quant à l'accueil de personnes en travail d'intérêt général, les freins qu'ils peuvent rencontrer dans la mise en œuvre ou tout au moins dans l'installation de postes de travail d'intérêt général en leur sein et des points de facilitation. Les différents constats qui ont pu être opérés dans le cadre de ce recensement nous a conduit dans le cadre d'un groupe de travail qui a été installé en ce sens. Nous avons créé donc un fascicule que beaucoup d'entre vous ont dû voir circuler au sein des réunions régionales hein, qui ont été mises à profit de la diffusion de ce support qui s'appelle Nous accueillons des personnes en travail d'intérêt général. Pourquoi pas vous? Un fascicule donc, qui a été créé par ce groupe de travail avec pour ambition de déconstruire un certain nombre d'idées reçues qui pouvaient transparaître effectivement de cette opération de recensement. Donc nous nous sommes attachés tout au cours de ce fascicule à déconstruire un certain nombre d'idées reçues. Oui, le travail d'intérêt général n'est pas financé, mais pour autant, donc, il peut regorger d'un certain nombre d'opportunités pour les structures qui s'inscrivent dans l'accueil de personnes condamnées à du travail d'intérêt général. Ce webinaire a vocation donc à venir poursuivre cet effort de promotion du travail d'intérêt général en notre sein. Pourquoi? Parce que cette opération de recensement nous a aussi valu de remarquer que si nous avions pour première valeur au sein de Citoyens et Justice de promouvoir les mesures et peines alternatives à l'emprisonnement, pour autant nos adhérents étaient encore relativement peu impliqués dans l'accueil. Donc, ce que nous souhaitons à travers ce webinaire, c'est effectivement contribuer à cet effort de développement et de diversification des postes de tige dont a parlé Émeric, mais tout en prenant en compte le contexte dans lequel vous êtes tous. Nous sommes tous soumis à des contraintes budgétaires énormes. Nous sommes tous face à des difficultés RH très importantes qui aujourd'hui conduisent davantage les associations, nos adhérents, à se replier sur eux-mêmes, à se replier sur leur cœur de métier et effectivement à ne pas imaginer pouvoir laisser beaucoup de place à une action qui, somme toute, pourrait être déployée sur un mode de bénévolat, si je peux m'exprimer ainsi. Hein, donc, ce sont des choses dont on a souvent longuement échangé avec l'agence du TIGE de l'insertion professionnelle. Et donc, il nous semblait de bonne loi aujourd'hui de vous proposer un webinaire qui vous permet à la fois d'entendre parler du TIGE, de questionner votre implication éventuelle dans l'accueil de personnes condamnées à du travail d'intérêt général, mais sans éluder les difficultés dans lesquelles vous trouvez, et tout en pensant que le référent territorial présent sur votre territoire peut vous être aussi d'une aide certaine pour essayer de déceler quelques pistes d'amélioration de vos conditions d'exercice et en tout cas quelques pistes de réflexion quant à cette implication, quant à l'accueil de personnes en travail d'intérêt général. Voilà notre ambition aujourd'hui. Merci en tout cas d'être parmi nous et je vous propose que l'on commence sans tarder grâce à une intervention donc de Céline Vérec.
Céline? C'est bien Voilà, facile. je craignais d'avoir à écorcher votre nom. Céline Vérec, donc, mais qui répond au pied levé, en fait, à l'absence de Nadia Dockman avec laquelle nous avons préparé ce webinaire. Merci d'être là, Céline. Et donc, la parole est à vous, hein, de façon à nous dire, voilà, comment est-ce que vous vivez effectivement ce rôle de référent territorial à l'échelle de votre territoire et voilà quelles sont les opportunités effectivement et les aides que vous pouvez apporter à nos adhérents qui aujourd'hui sont quelque peu esselés. Donc, merci. C'est moi qui vous remercie en fait de prendre sur votre temps de repas pour entendre parler du tige. Donc, merci à tous aussi de braver cette chaleur devant la caméra. Donc, moi, je vais vous présenter rapidement c'est quel est le rôle du référent territorial tige pour que vous puissiez aussi comprendre quel accompagnement on peut vous proposer dans le cadre du partenariat d'accueil de travail d'intérêt général. Donc, donc, le référent territorial TIGE, il a pour vocation, c'est de développer et animer le réseau partenarial autour du travail d'intérêt général. Et donc, en fait, sur vos territoires, vous allez pouvoir rencontrer des RT-TIGE qui seront soit issus du service pénitentiaire d'insertion et de probation, soit issus de la protection judiciaire de la jeunesse. Je ne vous présente pas ces services vu que vous les connaissez par cœur. Si jamais à un moment, genre, l'un d'entre vous veut un petit rappel, il n'y a pas de souci. Et donc, en fait, nous sommes soit des CPIP, soit des éducateurs issus de la PJJ. On a parfois quelques directeurs d'insertion et de probation aussi parmi nous. Et pour vous situer un petit peu, en fait, juste pour situer un petit peu où est-ce que nous sommes dans la grande architecture administrative, en fait, le référent territorial TIGE, pour faire bref, a des chefs partout, vu qu'il travaille, en fait, il dépend des directions interrégionales des services pénitentiaires. Mais il travaille en lien fonctionnel avec l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle. Et nous avons pour fonction, c'est de répondre aux besoins des services pénitentiaires d'insertion et de probation et des services des STEMO, des services territoriaux éducatifs de milieu ouvert. Et donc, de ce fait-là, nous avons des chefs un peu partout pour vous situer les choses. Au niveau des missions, comme j'ai pu vous dire, notre mission, c'est de développer et animer le réseau partenarial autour du travail d'intérêt général. Donc, en fait, l'une de nos missions premières, c'est de développer le réseau partenarial, c'est-à-dire que nous allons en fait suivre et déterminer quels sont les besoins de nos collègues, quels sont les besoins des SPIP et des STEMO sur nos territoires en termes d'accueil de tiges. Et ensuite, ben, allons aller rechercher les partenaires qui correspondent à ces besoins-là. Alors, sur certains territoires, on est toujours dans l'optique, d'avoir plus de postes tiges, tout simplement. Sur d'autres territoires, on sera plutôt dans une optique de diversification des postes tiges, parce que alors moi, je travaille, je suis dans l'Indre et le Cher, qui est un département plutôt rural. Et donc, c'est vrai que, par exemple, les postes en espace vert étaient très, très répandus quand j'ai pris mes fonctions. Et or, tout le monde n'a pas forcément d'appétence aux espaces verts, tout le monde n'a pas prévu de travailler plus tard dans ce domaine-là. Et donc, l'un des objectifs, ça a été de diversifier la nature des tâches proposées dans le cadre des postes tiges. La diversification, ça peut également concerner en termes d'horaire, de possibilités d'accueil, parce que ça arrive de plus en plus souvent qu'il y ait des personnes qui travaillent, qui ont un emploi qui soit condamné à exécuter des heures de travail d'intérêt général. Et par conséquent, avoir des postes de tige qui proposent des heures décalées, par exemple à partir de 5 heures ou de week-end, c'est quelque chose qui est très intéressant en termes pour proposer à ces profils qui sont déjà insérés professionnellement. On a également, en fait, juste pour revenir sur la diversification des tâches, c'est vrai que lorsqu'on parle du travail d'intérêt général, on pense souvent aux espaces verts, parce qu'on a souvent cette idée en tête du tigiste qui va ramasser les feuilles mortes pour aider sa commune. Donc c'est vrai, ça existe. Mais il faut savoir, c'est qu'à peu près toutes les tâches professionnelles peuvent être ouvertes à l'accueil de tiges, à l'exception de celles qui demandent des diplômes bien précis, comme tout ce qui peut toucher, par exemple, à l'électricité ou la médecine aussi, ça peut être compliqué. Mais en tout cas, on peut aussi avoir des postes tiges en administratif, en restauration, en manutention,
Et en polyvalence, si jamais vous avez parce qu'il est possible de créer des postes tiges en polyvalence qui vont regrouper toutes ces tâches-là. Rénovation, petits travaux de rénovation, entretien des locaux, voilà. Euh, le référent territorial tige a également une mission d'animation. Je me rends compte que je parle un peu vite, je vais essayer de ralentir un peu. Donc, nous avons également une mission d'animation, c'est-à-dire en fait que l'objectif, c'est d'animer le réseau partenarial d'accueil de tiges. Donc, c'est-à-dire, ça va être d'offrir aux partenaires des temps de formation, par exemple, à destination des responsables de tiges ou des tuteurs de tiges. Parce que, parce qu'en fait, l'idée, c'est que accueillir du travail d'intérêt général, c'est pas non plus anodin. Ça va demander aussi des compétences, des savoir-être, des savoir-faire, et parfois nos partenaires ont besoin d'être rassurés sur les savoir-être et les savoir-faire à mobiliser pour accueillir du travail d'intérêt général. Il y a également en fait de connaître ce qu'on attend d'eux et aussi ce qu'ils peuvent attendre de nous. Donc lors des formations tuteurs, il y a aussi toute cette présentation de OK, qu'est-ce que je dois faire quand je suis tuteur de tige et qu'est-ce que je peux vous demander quand je suis tuteur de tige. Et il y a également la présentation de la plateforme Tige 360. Je vous parlerai un peu plus longtemps, mais c'est l'outil, en fait, c'est vraiment l'outil de gestion des tiges, du travail d'intérêt général, et qui est ouvert à tous les acteurs du tige. Donc, que ce soit le SPIP, la PJJ, mais aussi les magistrats, les avocats et bien sûr les partenaires. Et en fait, l'outil Tige 360, pour les partenaires, c'est un outil qui est vraiment intéressant parce que vous avez la gestion de votre accueil de tige. Déjà, vous avez la gestion du partenariat, c'est-à-dire que lorsque le partenariat est créé, toutes les informations de ce partenariat vont se retrouver sur Tige 360 et le partenaire va pouvoir mettre à jour et modifier la quasi-totalité de ces informations. La seule information qu'il ne pourra pas modifier directement, c'est les tâches que comprennent le poste tige. Par exemple, si jamais c'était un poste en administratif, et en fait, au fur et à mesure de la pratique, on se rend compte qu'il y a pas mal de tâches d'accueil en plus de l'administratif. Vous ne pourrez pas vous rajouter tout seul accueil dans cette description. Vous devrez prendre contact avec le référent tige pour cela, parce qu'en fait, les magistrats et la préfecture gardent une liste de tous les postes qui sont proposés avec les tâches proposées. Et donc, en fait, lorsqu'il y a une modification, il faut que le référent territorial tige prévienne tous ces gens-là qu'il y a cette modification. Mais en dehors de ce point-là, vous avez la main sur le partenariat et vous pouvez mettre à jour l'ensemble des informations du partenariat. Vous avez aussi la main, grâce à Tige 360, à l'accueil du travail d'intérêt général. Parce que lorsque on vous propose d'être partenaire d'accueil de tige, l'idée, c'est pas, on ne vous oblige pas à accueillir toutes les personnes qu'on va vous orienter, on va vous orienter des candidatures. Et parfois, dans la vie d'une structure, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment parce que vous avez déjà 3 stagiaires. C'est pas le bon moment parce que votre tuteur a gagné au loto, il est parti faire le tour du monde. Donc, il y a des moments, c'est pas le bon moment. Et donc, vous avez la possibilité sur Tige 360 de suspendre l'accueil du tige pour 2 mois, pour 3 mois, pour 3 semaines, si jamais vous souhaitez moins. En tout cas, vous avez cette possibilité de suspendre l'accueil, ce qui fait que pendant cette durée-là, vous ne recevrez pas de candidature parce qu'on saura que vous n'êtes pas en capacité d'accueillir. Ça peut être aussi simplement, quand je parlais des raisons RH, mais ça peut être aussi parce que vous avez eu une année chargée où vous avez déjà reçu 4 stagiaires. Alors attention, grosse année, vous avez peut-être même reçu 3 tigistes dans la même année. Et donc, en fait, votre tuteur de tige, il a des cernes jusque-là, il n'en peut plus, son équipe n'en peut plus. Au lieu de continuer à proposer des candidatures alors qu'ils sont un peu au bout, il y a cette possibilité de suspendre l'accueil de tige pour permettre à votre tuteur de se reposer un peu et de reprendre en fait plus en forme 3 mois après. Dans l'animation, en fait, donc il y a ces formations tuteurs et responsables tige qui sont proposées. Il y a aussi des événements qui sont proposés régulièrement, comme par exemple la Fabrique du tige, qui a pour objectif, c'est de rassembler tous les acteurs du tige sur une problématique locale. Il y a également en fait des propositions en fait de newsletters. Ça peut être aussi, ça peut vraiment être plein de choses, plein d'événements différents sur les différents territoires. Et donc voilà, donc ça fait partie de nos missions, c'est de faire cette animation-là.
Nous avons aussi comme mission une mission de veille juridique, c'est-à-dire que le travail d'intérêt général est géré par les lois et posé par des lois. Et en fait, il y a parfois des changements législatifs. Et donc, nous, notre travail, ça va être d'informer nos services, donc le SPIP, la PJJ, mais également les magistrats, mais également les avocats et aussi les partenaires lorsqu'il y a des modifications législatives autour du travail d'intérêt général. Ça va être également d'emmener des réflexions autour du travail d'intérêt général, comme au travers des fabriques, ce que j'ai pu vous nommer à l'instant, mais ça peut être aussi en créant des outils spécifiques sur certains territoires pour répondre en fait, pareil, aux besoins des partenaires et des services. Parce qu'en fait, nous, on est vraiment le lien la liaison entre les partenaires et les services, c'est-à-dire que on va, si jamais vous relevez une difficulté assez récurrente, c'est intéressant de nous en parler pour que nous, on puisse aussi amener une réflexion pour essayer de résoudre les difficultés. On est également là pour impulser le mouvement, pour créer des tiges pédagogiques, lorsque, de nouveau, on est toujours dans cette histoire de répondre à des besoins, lorsqu'il y a un besoin sur un territoire en termes de problématiques du public tige. Mais en fait, nous, notre mission, c'est également en fait, d'amener les collègues à réfléchir pour créer des tiges pédagogiques. Est-ce que le tige pédagogique, ça vous parle un peu ou pas trop? Alors, c'est quelque chose dont il sera question un petit peu plus tard, Céline, Ok, parce que Lilo va d'accord. partager Oui, sa oui, voix en deux. ça L'un va. traitera de la question des tiges individuelles et ensuite il sera question du tige pédagogique et tige collectif. Ok, bon, mais je laisserai expliquer alors à ce moment-là. Et donc, nous, la dernière mission que nous avons, c'est justement de mettre à jour et de Tige 360. C'est-à-dire que lorsqu'un nouveau partenariat est créé, il se crée sur Tige 360. Donc, nous, notre mission, c'est déjà tout cet aspect-là, cette partie non, je ne vais pas y arriver, vous avez compris. Administratif, peut-être. Merci. Donc, c'est de gérer toute cette partie administrative-là sur Tige 360. Après, au niveau des partenaires, comme j'ai pu le dire, c'est que nous sommes le lien. C'est-à-dire que nous, on s'occupe du partenariat. Par contre, le référent territorial Tige ne va pas s'occuper de la mise en place du travail d'intérêt général. Ça, c'est vraiment nos collègues du SPIP et de la PJJ. C'est eux que vous allez avoir au téléphone pour vous proposer les candidatures. Pareil, si à un moment il y a une difficulté sur un placement tige en particulier, par exemple une personne qui arrive tout le temps en retard, c'est l'éducateur PJJ ou le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation que le partenaire contacte pour informer. Parce que nous ne sommes pas au courant forcément au jour le jour des différents placements qui ont lieu. Donc c'est vraiment le SPIP et la PJJ pour le côté opérationnel. Après, s'il y a des difficultés qui apparaissent dans les relations, dans la communication avec le SPIP et la PJJ, c'est toujours intéressant de mettre le référent territorial tige dans la boucle parce que nous, notre travail, ça va justement être de voir comment on fait pour que la relation partenariale fonctionne bien. Euh, voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai pu vous dire, par rapport à la présentation des missions du RTTIJ et par rapport à son rôle auprès de vous? Alors, les difficultés qui vont être exprimées par les associations, Céline, majoritairement, c'est l'adéquation de leur activité, de leur cœur d'activité avec l'éventuelle installation de postes de travail d'intérêt général. Ça va être la question de l'identification de l'activité même qui peut être proposée au sein de la structure. Ça va être le problème d'identification des personnes susceptibles d'être tuteurs aussi au sein de la structure. Ça va être les questions budgétaires, des questions de place. Enfin, vous voyez, C'est vraiment tout la un création de ensemble de poste. choses qui risquent de vous être opposées lors de votre rencontre avec un certain nombre de nos adhérents, qui, nous disait Nadia, sont monnaie courante pour vous. C'est-à-dire qu'à un moment, dans les prospections que vous faites auprès des structures, souvent, il vous est opposé des choses comme ça. Donc, comment est-ce que le référent territorial, quels sont les conseils, comment est-ce que vous usez de méthodes finalement pour arriver à vos fins?
En fait, je vais vous parler de moi, de comment je fais, comme pour vous donner des exemples très concrets. En fait, moi, concrètement, bah, la fiche de poste, je la crée avec le partenaire. C'est-à-dire que, alors, souvent, ça, déjà, on vient rencontrer le partenaire pour présenter le travail d'intérêt général, pour répondre à toutes les questions qu'il peut y avoir. Et après un temps de réflexion, quand le partenaire me recontacte pour dire, bah, on est intéressé, mais excusez-moi. Je vais juste, je vais juste dire à mes collègues de parler un peu moins fort le temps qu'ils descendent. C'est bon, ça marche. En fait, le partenaire, en fait, je vais retourner chez le partenaire pour créer avec lui la fiche de poste qui va correspondre à sa structure, son organisation, ses missions. Après, de toute façon, nous, on n'est pas là pour vendre du rêve. On est là pour faire en sorte que le partenariat fonctionne. Donc, si jamais il y a des tâches où on estime que non, c'est pas adéquat ou ça pourrait être envisagé, mais un peu plus tard dans le cadre du partenariat, lorsque le partenaire aura été rassuré sur l'accueil de tige, etc., ça, on le dit. C'est pareil, pour vous donner un exemple de service un peu sensible. Bon, alors, j'ai pas eu besoin de me déplacer bien loin, c'était le service pénitentiaire d'insertion et de probation du Cher, qui envisageait de devenir partenaire d'accueil de Tige, mais ça ne voyait pas trop quelle mission il pouvait confier, parce que l'idée, c'était aussi en fait qu'il montre l'exemple aux partenaires locaux. Et en fait, bah, effectivement, c'est comme pour vous, il y a la question en fait, de la confidentialité des données qui se sont données, qui s'est posée. Il y a la question de qui va être tuteur, il y a la question, enfin, bah, toutes ces questions-là que vous vous posez sûrement. Et en fait, on a pris le temps de décortiquer en fait les différentes missions pour trouver si jamais j'en avais qui correspondaient au travail d'intérêt général. Là, en l'occurrence, au SPIP du Cher, on a tout ce qui va être petits travaux de rénovation. Parce que nous avons la chance d'être propriétaires des lieux. Nous avons également tout ce qui va être de l'administratif, mais très, très technique, mais en fait très, très pragmatique plutôt, c'est-à-dire les pochettes d'entretien. Le dossier, en fait, qui comprend différentes couleurs de pochettes, bah, c'est bien beau, mais à la base, c'était notre secrétaire qui passait du temps à faire ces pochettes-là, alors elle pourrait faire des tâches où ses compétences pourraient être plus mises à profit, on va dire. Et donc, en fait, c'est les tigistes qui viennent, donc ça va pas prendre une semaine, hein, mais qui viennent quelques matinées ou quelques après-midi et qui viennent faire ces fameux dossiers avec les différentes pochettes de différentes couleurs rangées dans un ordre. On a aussi tout ce qui va être nettoyage en fait des véhicules, où c'était les CPIP qui le faisaient le nettoyage de leurs véhicules. Et en fait, là, bah, ça sera un tigiste qui ira accompagné du tuteur pour nettoyer les véhicules. Et donc, nous, on gagne aussi en confort à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment, en fait, vous voyez, on va vraiment venir vous voir, discuter avec vous et trouver les tâches qui sont les plus à même de vous rendre service et d'être confié à un tigiste sans difficulté. Au niveau de la sélection du tuteur et des responsables TIG, euh, en fait, la question est assez facilement réglée parce qu'au final, accueillir un tigiste, c'est comme accueillir un stagiaire. Sauf que si ça se passe pas bien, c'est beaucoup plus facile de mettre fin à un tige qu'un stage. Pour avoir été tutrice de stage moi-même, je le sais. Donc en fait, chez vous, ça va être la personne qui va être OK pour encadrer le tigiste. Après, le tigiste, il va pas forcément rester tout le temps avec le tuteur. C'est comme un stagiaire chez vous. Enfin, en tout cas, un stagiaire en SPIP, il va tourner avec les différents CPIP, mais qui viendront expliquer au tuteur comment ça s'est passé. Et bien là, c'est la même chose. Le tuteur, ce sera lui la personne de référence. Mais si après, le tigiste, il a besoin de passer la matinée avec quelqu'un d'autre, eh ben, il peut le faire. On a aussi la question de l'autonomie que souvent mes collègues, mes partenaires me posent, c'est est-ce qu'on est obligé d'être collé au tigiste pendant toute la durée du tige? Donc là, en fait, c'est comme pour les stagiaires, c'est que ça va dépendre de l'autonomie. Vous avez un stagiaire qui sait faire. Alors, prenez quand même quelques jours pour évaluer l'autonomie du tigiste. Je vous donne un exemple très simple parce que ça se prête parfaitement à la période. Il y a 3 ans de ça, quand on a eu une bonne période de canicule, j'ai une petite mairie qui m'a appelée pour me dire, oui, j'ai peut-être été un peu rapide dans l'évaluation de l'autonomie de monsieur. Il lui avait confié un désherbeur thermique. Bon, bah, il ne savait pas s'en servir, il a brûlé une haie. Voilà, donc désormais, j'explique bien à mes partenaires, on prend le temps pendant quelques jours pour être bien sûr que la personne sache effectuer la tâche qu'on lui a confiée.
À partir du moment où la personne, et que c'est un adulte, c'est un majeur, sait effectuer la tâche, vous avez pu voir qu'elle sait faire, c'est possible de le positionner sur son poste le matin et de revenir le midi pour voir si tout s'est bien passé. Moi, mon discours, c'est que je déconseille à mes partenaires d'aller plus loin que la demi-journée avant de venir jeter un œil pour voir si tout se passe bien. Parce que parfois, l'attrait du téléphone portable est très présent. Et voilà, une tâche qui aurait pris 2 heures, et ben, ça peut vite se transformer en toute une journée, vu que la personne, elle est sur Candy Crush. Maintenant, Candy Crush, c'est un peu dépassé. Mais donc voilà, donc je conseille que de quand même venir voir, faire le point à la demi-journée pour voir si tout s'est bien passé. Pour les mineurs, en fait, c'est le droit du travail des mineurs qui s'applique. Donc, les mineurs, c'est à partir de 16 ans, pour rappel. Et donc, en fait, là, concrètement, l'idée, c'est que, il faut qu'il y ait un majeur qui reste dans le coin. Donc, on est bien d'accord qu'on ne parle pas de 10 centimètres, on ne parle pas non plus de 3 kilomètres. Donc, en fait, c'est juste qu'il y ait un majeur qui soit en capacité de répondre à ces questions si jamais le jeune a une question à poser. Euh, En termes budgétaires, en fait, au niveau du travail d'intérêt général, donc c'est effectivement les partenaires, ils accueillent de la force de travail gratuite. Par contre, il n'y a pas de financement de prévu. C'est de nouveau, c'est un peu comme quand vous accueillez des stagiaires. Donc, il n'y a pas de financement de prévu. Après, si dans le cas de l'accueil de tiges classique, il n'y a pas de financement de prévu. Après, si avec le SPIP ou la PJJ, votre local, vous créez un projet de tige pédagogique, il y a toujours la possibilité de solliciter, par exemple, le FIPD, le Fonds interministériel de prévention de la délinquance et la radicalisation violente, qui est examiné par la préfecture une fois par an, souvent aux alentours du mois de mars-avril. Ça dépend des endroits, hein. Mais où en fait vous pouvez postuler pour solliciter un financement dans le cadre du FIPD. Vous pouvez aussi voir en termes de financement quelles possibilités qui peuvent s'ouvrir à vous. Mais là, voilà, c'est que lorsque on crée un projet de tige pédagogique ou un projet de tige particulier qui nécessite un financement particulier. Euh, j'ai l'impression d'avoir répondu en gros aux différentes grandes questions. Je ne sais pas si j'en ai raté. Céline, peut-être aussi le référent territorial permet-il de démystifier un petit peu aussi l'accueil d'une personne condamnée malgré tout, parce que si effectivement l'accueil d'un tigiste peut s'apparenter à l'accueil d'un stagiaire, pour autant il est quand même sous le coup d'une condamnation. Et effectivement, ça peut mettre le tuteur en fonction de sa qualité, de sa qualification ou de son expérience même professionnelle ou du poste occupé au sein de la structure dans une situation quelque peu délicate, vous voyez, quant à l'encadrement de cette personne. Alors, condamné que l'on peut percevoir comme un être dangereux. Donc, il y a peut-être des choses aussi à démystifier là-dessus. Peut-être rappeler aussi que la personne qui se voit condamnée à un travail d'intérêt général y a consenti. Elle ne peut pas être condamnée à un tige contre son gré. Et puis effectivement, comment rassurer aussi le tuteur quant à ce rapport finalement à la peine non exécutée, à la peine non exécutée correctement. Alors, en fait, au niveau des RTT, on intervient souvent auprès des équipes ou les conseils municipaux, etc., pour expliquer bah, c'est quoi le profil un peu du tigiste. Parce que c'est vrai que recevoir une personne condamnée, bah, ça soulève des questions, ça peut aussi soulever des inquiétudes. Et en fait, par exemple, moi, sur mon territoire, c'est simple parce que c'est les infractions routières, c'est les raisons premières du prononcé de tige sur mon territoire. Donc, généralement, déjà, une fois que j'ai dit ça, il y a déjà beaucoup moins d'inquiétude parce que j'ai une bonne partie des personnes qui me disent, ah oui, je pourrais être condamné à un tige. Et oui, vous pourriez être condamné à un tige. Voilà, donc ça permet un peu de démystifier. Après, c'est aussi parce que dans le cadre du travail d'intérêt général, comme Embrick a pu vous le dire, on a souvent des personnes qui sont jeunes et c'est pour une grosse majorité une alternative aux courtes peines d'emprisonnement. Donc, en fait, de nouveau, on va être dans les infractions de moindre importance parce que ce serait de plus grande importance, ce serait une peine d'emprisonnement qui serait prononcée ou ce serait une autre peine qui serait prononcée. Après, de toute façon, il faut savoir aussi, c'est que nous, quand on oriente une personne chez le partenaire, on a fait une évaluation.
On ne fait pas comme dans la pub du loto où on tourne la carte et puis, ah bah, pas de bol, vous allez aller à tel endroit alors que vous habitez à 27 kilomètres. Nous, on va faire une évaluation pour trouver quel est le poste le plus adapté pour la personne. Parce que nous, quand je dis nous, c'est le SPIP, la PJJ. Notre objectif, c'est que la peine se passe bien, que la personne exécute sa peine et que le partenaire en ressorte satisfait. Donc, en gros, dans notre évaluation, on va prendre en compte 5 critères. Le premier critère, c'est que seulement pour des postes bien spécifiques. Ça va être pour des postes, par exemple, où il y a un contact avec du public vulnérable. Donc, dans ces postes bien spécifiques-là, on va prendre en compte les raisons pour lesquelles la personne a été condamnée et son parcours et son éventuel parcours délinquentiel. On peut avoir des EHPAD qui sont partenaires d'accueil de TIGE. On va éviter de placer chez eux des gens déjà condamnés pour escroquerie, par exemple. Donc voilà, donc ça va être le premier critère. Et vous verrez d'ailleurs dans Tige 360, lorsqu'il y a des postes comme ça en contact avec des personnes vulnérables, on a un onglet où on marque généralement attention pour que bien nos collègues en fait le voient. C'est écrit, enfin, moi en tout cas je l'écris en majuscule pour que les collègues ne puissent pas le rater, pour bien expliquer que bah, c'est en contact avec des personnes vulnérables, avec des personnes mineures, ce genre de choses. Les autres critères, c'est pour tous les postes. On va prendre en compte ce qu'on connaît de la personnalité de la personne et de sa situation socio-familiale. Par exemple, si on a une personne qui est très chafouine, très ronchon, le poste d'accueil, on va l'éviter. Si on a une personne qui ne sait pas parler sans dire de grossièreté, ça arrive parfois. Les postes en contact avec les mineurs, peu importe les faits pour lesquels il a été condamné, on va l'éviter. On va éviter d'enrichir désastreusement le vocabulaire des jeunes de la commune en mettant près d'eux une personne qui ne sait pas parler correctement. Si on a une personne qui, par exemple, est parent isolé et qui doit déposer ses enfants à 8h30 tous les matins à l'école, on ne va pas le placer sur un poste où elle devra commencer à 8h et il n'y aura pas moyen de s'arranger avec le partenaire. Les autres critères qu'on va prendre en compte, c'est le projet professionnel et le parcours professionnel de la personne. Parce que le travail d'intérêt général, l'objectif, c'est de favoriser l'insertion sociale et professionnelle. Donc, si la personne, en fait, elle a pour projet de travailler en restauration, par exemple, bah, avoir une première expérience dans ce domaine-là, dans le cadre du TIG, ça va lui permettre de voir si son projet tient la route. Ou si elle a déjà une expérience dans ce domaine-là, si son TIG se passe sans difficulté, le partenaire peut faire une lettre de recommandation en indiquant que la personne a fait un stage plutôt qu'un TIG. Sinon, ça marche moins bien. Mais ça va lui permettre, en fait, de faciliter ses recherches d'emploi dans ce domaine-là, vu qu'elle aura déjà une lettre de recommandation qu'elle pourra faire valoir. Le dernier critère qu'on va prendre en compte, c'est la mobilité. Parce que de nouveau, les infractions routières, ça fait vraiment partie des raisons premières des prononcés de TIG. Donc, si la personne n'est pas en capacité de se rendre à son lieu de TIG qui se trouve à 25 km, ben, c'est voué à l'échec pour tout le monde. Donc, nous, on va prendre aussi cet élément en compte. Donc, de ce fait, Je crois qu'il y a une petite coupure Internet. C'est- Il semblerait que nous rencontrions des difficultés. Céline, c'est la question de la mobilité, en fait, qui a tout fait sauter. Nous la laissons revenir. Et puis ensuite, on vous donnera la parole, Ludovic, de façon à ce que vous puissiez nous parler de la façon dont vous vivez les choses au niveau associatif. Comment se passe finalement l'accueil de personnes en travail d'intérêt général au sein de votre association et comment est-ce qu'à un moment, effectivement, le référent territorial sur Paris a pu vous aider, ou sur Amiens peut-être, a pu vous aider à diversifier votre offre de travail d'intérêt général? J'avais une question Oui, concernant les critères de recrutement par rapport aux tiges. Est-ce que ces critères varient enfin, ce sera une question pour Céline sans doute. ouais. Est-ce que ces critères varient quand il s'agit d'un tige pédagogique?
Le tige pédagogique, ça peut Oui, être en oui, 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 lien oui, oui, avec oui. l'infraction, en fait, Mm. c'est ça, hein? Oui, 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 bien sûr, Kira, mais Ouais. on laissera peut-être l'agence du Tige répondre. Je vois que Emeric et Céline nous ont quittés. Ah. Peut-être donnons-nous la parole, si tu en es d'accord, Kira, à l'association Lilo, de façon Oui, à ne pas perdre trop de temps. Et puis ensuite, on prendra quelques questions. Ça te convient? oui, oui, très On les bien. laisse Merci, revenir? Stéphanie. Ouais. Merci, merci. Eulalie, Ludovic, je vous laisse le soin donc de vous présenter et puis d'organiser votre prise de parole comme bon vous semble, avant que Céline ne nous rejoigne. Eulalie, je te laisse commencer. Bonjour à tous, Eulalie Férigaille. Moi je suis responsable mécénat de l'association Lilo et je vous parlerai un petit peu plus en détail du projet de tige pédagogique qu'on a mis en place il y a bientôt 2 ans. Et Ludovic Gorel, je suis responsable des ACI, des chantiers insertion pour l'Oise et la Somme pour l'association Lilo. Et moi, je vous parlerai du TIGE en particulier. Je suis navrée, je ne sais pas si c'est moi qui ai été coupée ou si c'était tout le monde. Alors, nous vous avons vu figer et puis ensuite disparaître, Céline. Avant que vous nous reveniez, nous vous avons donné la parole à Ludovic et Eulalie de façon Ah. voilà, à pallier à votre absence. Ce qu'on vous propose, c'est de les laisser un petit peu échanger de la façon dont ils vivent les choses du côté associatif. Et puis ensuite, on vous redonnera la parole au gré des questions qui vous seront posées, si ça vous convient. C'est parfait, je suis navrée. La chaleur a eu raison du fondateur du Petit Évidence. Et puis j'aime bien, comme ça, je vous laisse sur un cliffhanger. Et voilà, merci à vous. Merci à vous. Du coup, Eulalie. pour vous présenter très rapidement l'association Lilo, avant de passer la parole à Ludovic pour parler plutôt du tige individuel, Lilo, c'est une association qui a été créée en 1969 hein, avec comme objet social d'accompagner vers la réinsertion des personnes vulnérables, notamment lorsqu'elles ont été ou lorsqu'elles sont sous main de justice. On est une association qui est présente dans 3 régions, notamment les Hauts-de-France avec le département de la Somme, la région Île-de-France, et puis nous sommes présents également dans le Var. Nous accueillons et nous accompagnons 2200 personnes par an environ sur 3 piliers qui sont l'hébergement, l'insertion par l'emploi et l'accompagnement socio-professionnel. Et donc, du coup, de façon très logique, nous avons des centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Nous avons aussi un centre d'hébergement d'urgence et accueil de jour situé à Amiens. Nous avons différents dispositifs d'insertion, dont des ACI, dont Ludovic parlera un petit peu plus en détail. Nous avons ouvert aussi, il y a 1 an et demi, bientôt 2 ans, un ACI en détention au sein du centre pénitentiaire de Beauvais. ACI Et pour atelier chantier d'insertion, hein, pour les oui, personnes qui sont les moins à l'aise avec les sigles. pardon, je D'accord, redonnerai Ludovic. les bons acronymes. Et sur la brique accompagnement socio-professionnel, eh bien, nous avons vraiment mis en place un accompagnement pédagogique dans l'ensemble de nos dispositifs. Premièrement, ce qui est très logique, mais également sur des projets spécifiques, dont un tige pédagogique qui a été créé il y a un petit peu plus de 2 ans et qui a été une évolution assez naturelle pour nous qui découlait de l'accompagnement de tigistes individuels, dont je laisse Ludovic vous parler. Eh bien, allons-y. Donc, effectivement, je pilote un atelier chantier insertion sur Amiens. Je vais vous donner quelques chiffres très rapidement parce que on va pas trop en étendre. En 2023, à Amiens, 31 personnes ont réalisé leur tige au sein des- de l'îlot dans sa globalité, mais tout particulièrement, si je fais un focus sur nos ateliers, ce sont 16 personnes pour 1200 heures. Si on reprend l'année 2024, ce sont 20 personnes pour 1170 heures. Donc vous voyez qu'on est toujours à peu près sur le même flux, le même quantitatif. Sur le qualitatif, nous avons plusieurs métiers support qui vont très bien pour l'accueil de tigistes, puisque nous avons un secteur restauration, mécanique, nettoyage auto, carrosserie et agriculture sur lequel nous avons des conseillers en insertion professionnelle et des encadrants techniques insertion qui ont cette facilité d'accompagner, d'accueillir des personnes, y compris des personnes qui sont dites placées sous main de justice, puisque comme l'a dit tout à l'heure Aurélie, c'est la vocation de notre structure d'avoir ce regard particulièrement appuyé sur ce public et la lutte contre la récidive qui fait effectivement partie de notre ADN.
Voilà. Donc, comment ça se passe pour l'accueil de quelqu'un chez nous? C'est qu'on a une très très bonne d'excellentes interactions avec le SPIP, avec la TIGIP, que le référent TIG est encore venu déjeuner la semaine dernière avec toute l'équipe du SPIP 80 pour que les nouveaux puissent voir notre établissement, voir comment on fonctionne à l'intérieur, voir ce qui est dans le champ du possible, ce qui ne l'est pas, et ça nous permet de réellement bien cibler les personnes qui vont pouvoir venir chez nous. Si on veut que cette peine soit utile, il faut qu'elle ait du sens. Pour qu'elle ait du sens, il faut que la personne puisse se retrouver dans nos ateliers, dans nos activités. Voilà comment on travaille et voilà comment les informations transitent au niveau du SPIP et au niveau de la TIGIP. Voilà, ça c'est vraiment pour vous faire un résumé très rapide parce qu'il me semble qu'on a très peu de temps. Je pourrais tenir 1 heure et demie, mais ça va être un petit peu long, hein. Je crois qu'on a tous un peu faim. Voilà, si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. Je suis vraiment allé à l'essentiel. Lali, tu nous disais donc en introduction que vous aviez diversifié donc votre offre de travail d'intérêt général en ouvrant des postes de tige pédagogique. Comment les choses se sont opérées à Lilo? Oui, tout à fait. Donc nous, on avait déjà cette expérience d'accueil de tigistes individuels et on était convaincus, comme l'a souligné Ludovic, que c'était un dispositif qui était intéressant. Et parallèlement, depuis 2016, on avait ce qu'on appelait la session d'orientation approfondie qui avait été créée sous l'impulsion de l'ILO, du SPIP de Seine-Saint-Denis et d'un juge d'application des peines et qui avait débouché sur des sessions collectives qui avaient vraiment pour objectif de permettre de remobiliser vers l'emploi et de créer un parcours de réinsertion par l'emploi pour des petits groupes collectifs de publics placés sous main de justice. Et donc, ce dispositif, il a été ouvert aux tigistes assez rapidement et on s'est rapidement dit que ce qui était bien, c'était peut-être de créer vraiment un tige pédagogique, donc avec 100% de tigistes au sein de chaque groupe, ce qui a pu voir le jour il y a 2 ans maintenant, grâce notamment, parce que je sais que la question a été posée, au financement de partenaires privés, notamment la Fondation M6 et de la région Île-de-France également, qui nous a accompagnés sur la première année, mais qui nous ont donné l'opportunité de mettre en place ces sessions. Donc on est sur donner du sens à la peine et remobiliser vers l'emploi. Monsieur Habert le soulignait en introduction, nous sommes sur des publics dont il s'agit pour la majorité parfois de première expérience professionnelle, qui n'ont pas eu forcément de contact avec le secteur professionnel et qui sont des publics assez jeunes. Nous, on a en moyenne des personnes qui ont 29 ans et quasiment la moitié sont des personnes qui n'ont pas de diplôme. Donc la question du parcours professionnel et de l'insertion vers l'emploi sont vraiment des questions essentielles, d'où ce dispositif de tige pédagogique qui fonctionne comme un parcours. Donc nous avons, après l'orientation par le SPIP, nous avons 4 jours d'ateliers collectifs avec vraiment un séquençage qui permet d'amener les réflexions sur l'emploi, sur les compétences, sur la définition d'un projet professionnel, sur l'élaboration d'un CV. Donc, on est vraiment sur du collectif avec une alternance en termes pédagogiques. On est aussi bien sur voilà, des présentations que sur des petits ateliers interactifs entre les participants, sur du théâtre forum. Donc, on essaye de varier un petit peu le format. À l'issue de ces 4 jours, il y a un entretien individuel qui est réalisé avec un conseiller ou une conseillère d'insertion professionnelle qui va permettre de définir, de creuser de façon plus individualisée le projet personnel du tigiste. Et ensuite, eh bien, il y a le lien qui est fait pour la période d'immersion qui permet donc de réaliser les heures de tige avec vraiment un ciblage vers une structure qui fait un sens, qui fait sens avec le projet professionnel du tigiste. Et puis à l'issue de la première période d'immersion, eh bien nous, on revient faire un entretien individuel, faire un bilan de cette immersion. En fonction du reliquat d'heures de tige à effectuer, il peut y avoir une deuxième immersion où le reliquat est terminé. Et donc, du coup, ça permet au moins d'avoir une immersion professionnelle qui fait sens avec le projet pro. On est en soutien de façon j'ai envie de dire, neutre. Enfin, c'est-à-dire que les entretiens individuels peuvent se faire jusqu'à 6 mois après l'entretien collectif, l'atelier collectif. Et ça ne fait pas partie des heures du TIG. Donc, on est sur du volontariat de la part du tigiste, mais ça permet vraiment d'avoir un accompagnement qui peut se prolonger dans le temps et donc d'aller plus loin d'un point de vue professionnel.
Très rapidement, en quelques chiffres, donc nous, on l'a créé il y a environ 2 ans. On l'a lancé sur tous nos territoires d'implantation dont je vous parlais, avec parfois des petites spécificités. C'est-à-dire que dans le Var, le SPIC nous a demandé de ne faire que de l'individuel. Donc, on a dû reséquencer nos modules pédagogiques et puis les appliquer à de l'individuel et pas à du collectif. Mais autrement, pour Amiens et donc du coup le dispositif de Ludovic et pour l'Île-de-France, on est sur des sessions collectives. Pour Ludovic, ça a lieu dans nos locaux. Pour la région Île-de-France, c'est un mix des deux, c'est-à-dire qu'on a dans nos locaux pour le 93, mais ensuite on est souvent au SPIP pour le reste des territoires. Et donc en bientôt 2 ans, plus de 2 ans, on a accueilli, en tout cas on nous a orienté 104 tigistes pour le tige pédagogique et on a eu vraiment un travail de proximité avec les RT Tiges qui ont été des leviers essentiels pour mettre en place ce dispositif de tige pédagogique, pour le faire connaître auprès des CEPIP, pour nous aider à organiser les sessions sur le territoire, pour être présent également, parfois en lien avec les CEPIP, en cas de non-présence d'un tigiste le jour J de l'atelier collectif, donc pour vraiment faire le rappel à l'ordre, expliquer les conséquences si le tigiste ne venait pas, ce qui est vraiment un appui très précieux pour nos équipes. Je rejoins complètement ce que disait Madame Vérec sur le fait qu'il y a eu, grâce au RTTIG, un développement du réseau partenarial. Et donc, nous, bah, c'est parfait pour le tige pédagogique, puisque, comme je vous l'expliquais, plus il y a de possibilités d'immersion, bah, plus ça peut permettre de coller au projet professionnel de tigiste. Et il y a un suivi dans le temps qui est très important pour nous. Et vraiment, le tige pédagogique de Lilo n'aurait pas pu se développer de cette façon sans l'appui très précieux des RTTIG. Je Merci reste Ludovic, merci question. Eulalie. Nous avions une première question qui était posée par Kéra Sadawi. Kéra, je te laisse à ta question pour Céline et peut-être Eulalie sera en mesure aussi de répondre. Oui, au vu enfin, du témoignage de l'association ILO, finalement, ma question, elle est assez éloignée, enfin, la réponse apportée est assez éloignée de ma question dans le sens où moi, j'avais une image du tige pédagogique qui n'est pas que ça représente réellement, en fait. Donc, c'est bien parce qu'effectivement, ça répond d'abord à un projet professionnel. Mais néanmoins, c'est vrai que enfin, notre association Agir, Service Action Justice Citoyenneté à Pau, parfois peut se positionner par rapport à des enfin, préconisations TIGE, en ayant à l'esprit pas forcément le projet professionnel de la personne, mais aussi ce pourquoi elle va être, enfin, elle est susceptible d'être condamnée. Et qu'il peut y avoir des terrains TIGE qui peuvent être utiles par rapport à la prévention de la récidive, mais plus sur le volet vraiment infractionnel, en fait. Voilà. Alors, C'était en ma fait, question. Du coup, est-ce que le tige pédagogique peut répondre à cette orientation-là? Alors, je me permets juste parce que le stage pédagogique, en fait, a pour objectif de répondre à une problématique. Donc, ça peut être une Hmm, problématique d'insertion professionnelle, mais ça peut être aussi une problématique liée à l'infraction par rapport. De nouveau, je reviens, mais c'est parce que les infractions à la sécurité, les infractions routières, c'est vraiment, elles sont vraiment très présentes dans notre public. ouais. Donc, en fait, ça peut être par rapport à ça peut être aussi par rapport à la citoyenneté, ça peut être aussi par rapport à la santé. Au niveau du SPIP du Cher, par exemple, on a déjà eu des tiges pédagogiques autour de la culture pour faire connaître en fait les différents partenaires culturels du territoire afin d'ouvrir en fait les horizons des personnes suivies qui étaient un peu concentrées juste sur leur quartier et c'est tout. Il y a aussi eu un tige pédagogique sur santé mentale et bien-être. Il y a aussi eu un tige pédagogique sur citoyenneté et incivilité urbaine. Donc en fait, c'est le tige pédagogique peut vraiment prendre, enfin, peut être sur tout sujet et il peut être collectif, mais comme l'a dit Madame Ferriguet, ça peut être aussi individuel. Et ça peut Mhm. parfois même mixer les deux, c'est-à-dire commencer en collectif et après terminer en individuel. Le tige pédagogique, en fait, c'est un peu comme le tige, hein. C'est un peu comme le tige classique, c'est-à-dire qu'on y met ce qu'il y a besoin. Oui, du coup, je me permets de rebondir. C'est vrai que nous, à Lilo, on répond à la problématique de l'emploi sur ce tige-là. Et Mhm. pour vous donner un autre exemple de diversification des tiges pédagogiques, on a réalisé une session au SPIP de Meaux la semaine dernière et la RT Tige du 77, la semaine d'avant, avait fait
enfin, pédagogique, pardon, animée par la Croix-Rouge sur l'entrepreneuriat. Donc aussi thématique quand même insertion par l'emploi, mais vraiment 100% dédié à l'entrepreneuriat. Ah oui. Kéra, C'est intéressant. les réponses apportées sont de Oui. nature à satisfaire ta question? Oui, oui, très bien. Oui. Enfin, c'est bien qu'il y ait cette flexibilité. Enfin, par rapport à l'entrepreneuriat, oui, c'est effectivement très spécifique. C'est intéressant. Nous avons une deuxième question dans le chat. Clément Méjean de l'APEA 34 indique être chef de service en protection de l'enfance et aurait souhaité savoir de quelle manière se déploient les tiges pour les mineurs. Est-ce qu'il y a des spécificités? Alors, globalement, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, mais la spécificité, ça va être plutôt dans la construction du poste-tige, dans le sens où là, ça va être le droit du travail des mineurs qui va s'appliquer. Donc, en fait, il y a certaines restrictions qu'on n'a pas dans le droit du travail des majeurs. Donc, par exemple, on a tout ce qui va être travail de nuit. Bon, après, oui, je vois la Madame Ferry qui fait, bon, effectivement, c'est pas ce qu'on a le plus fréquent dans nos structures. Donc, en tout cas, par exemple, le public mineur tigiste ne peut pas travailler entre 22 heures et 6 heures du matin. On va aussi avoir des spécificités en termes, alors, j'ai bugué, pas de travail de nuit, en termes de machines dangereuses. Donc, pour schématiser un peu, par exemple, en espace vert, quand il y a une tondeuse, si on la lâche et qu'elle s'arrête, ça va. Si on la lâche et qu'elle ne s'arrête pas, machine dangereuse. On a aussi tout ce qui va être en hauteur, mais ça, c'est la même chose au final pour les majeurs. Je m'en suis rendu compte avec la dame de ménage qui vient faire le ménage au SPIP, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser les 3 marches sur un escabeau. Voilà, on a ce type de spécificité, mais qui rejoint le droit du travail des mineurs, tout simplement. Après, en termes de prise en charge, nous, on demande à nos partenaires, que le tuteur, c'est de transmettre des savoir-être et des savoir-faire. Et ce qu'on demande à transmettre au public mineur tigiste, c'est la même chose, c'est de la transmission de savoir-être et de savoir-faire. Donc en termes de prise en charge, il n'y a pas de différence. L'autre différence, ça va être en termes plutôt de présence du service qui vous oriente. C'est-à-dire que dans le cadre de la protection judiciaire de la jeunesse, donc qui vous oriente le public mineur, il y aura forcément un entretien préalable. C'était là le cliffhanger qui s'est arrêté au moment où ça a coupé. C'est-à-dire que quand vous envoyez une candidature, c'est soit oui, soit non, soit entretien préalable où vous avez la possibilité de rencontrer la personne qu'on vous oriente et de voir un petit peu comment elle se positionne, comment elle se comporte. La seule chose que nous, on n'aura jamais le droit de vous dire, c'est les raisons pour lesquelles la personne a été condamnée. Ça, on n'a pas le droit. Donc, pareil, si jamais vous posez la question en fait à la personne, on ne pourra pas vous dire si elle vous a menti ou pas. Mais c'est aussi parce qu'en fait, on a le secret professionnel, mais c'est également, et vous le savez aussi bien que moi, vous travaillez avec ce public-là, connaître l'intitulé de l'infraction ne va pas du tout vous renseigner sur la personnalité de la personne que vous allez avoir. Donc au final, comme ça, pas d'intérêt de toute façon, voilà. Mais lors de cet entretien préalable, c'est une possibilité pour le public majeur. Et par contre, pour le public mineur, il y aura cet entretien préalable qui sera organisé avec l'éducateur de la PJJ. Pour le public majeur, au niveau du SPIP, il y aura parfois, suivant les endroits, il pourra y avoir son conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, et parfois, il n'y aura pas son conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation parce que l'organisation de service et la charge de travail ne lui permet pas. Par contre, en début de partenariat, généralement, ils se débrouillent quand même pour être là, histoire de rassurer le partenaire dans le premier et la deuxième orientation. Mais par la suite, par exemple, moi, sur mes territoires, j'ai l'un de mes départements où le CEPIP n'est pas présent, sauf exception. Au niveau des mineurs, par contre, vous aurez l'éducateur qui sera présent. Et vous aurez également un entretien de clôture à la fin du tige pour les publics mineurs, parce qu'il y a un aspect éducatif qui est encore plus présent pour le public mineur. Donc, il y aura un entretien de clôture avec le jeune et son éducateur. Sinon, en termes de prise en charge, c'est la même chose que pour les majeurs. Ce n'est pas à vous de vous intéresser à comment la personne va venir chez vous, comment la personne va faire pour manger le midi, etc. Ça, c'est des choses qui sont gérées par son CEPIP ou son éducateur. Et éventuellement, c'est aussi noté dans la fiche de poste, savoir si la personne peut manger sur place ou pas. Est-ce qu'elle peut ramener un Tupperware ou pas? Est-ce qu'il y a une cantine ou pas? Ou est-ce qu'il faut qu'elle prévoie de manger à l'extérieur? Et s'il faut qu'elle prévoie de manger à l'extérieur,
Ce n'est pas à vous de vous en occuper, de savoir comment elle va faire. C'est à son CPIP ou à son éducateur. Ça va être aussi la même chose en termes de... Enfin, en fait, la prise en charge de nouveau, c'est quasiment la même, sauf que c'est le droit du travail des mineurs qui va s'appliquer. J'espère que ça répond à la question. Monsieur Mejean? Pas de souci, vous tapez hyper vite. Zut, le micro a été coupé. Non, il dit OK, je vous remercie, c'est clair. Désolé, je n'ai pas de micro. Et il remercie à nouveau. De rien. Il y a Je crois Nathalie Fassini qui lève la main. Nathalie, est-ce que tu as un micro? Oui, je viens de l'allumer. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors moi j'ai une petite question. Alors je fais partie de l'association CAST, un XAPA CAST, Centre d'accueil et de soins pour les personnes toxicomanes. Et d'ailleurs, nous étions en réunion ce matin et nous accueillons un patient dans notre centre de dans notre centre de post-cure qui est en placement extérieur et qui a des tiges à effectuer. Donc c'est une personne majeure. Et bon, tant que la personne est dans notre centre de post-cure, c'est incompatible avec notre programme thérapeutique qu'elle fasse des tiges. Mais nous avons un dispositif d'appartement thérapeutique sur lequel cette personne-là va bientôt entrer. Elle va quitter le centre qui est une prise en charge collective pour aller en appartement thérapeutique. Et je voulais poser la question suivante. Est-ce qu'il est possible de faire ces tiges lorsqu'on est en placement extérieur? Alors, désormais, On a... oui, ça fait partie des nouveautés qui ont été mises en place dernièrement, c'est-à-dire que c'est désormais possible d'exécuter ces heures de tige, et même si la personne en fait, était incarcérée et elle a été condamnée à un tige, puis elle est condamnée par exemple à une autre peine, elle peut exécuter ses heures de tige dans le cadre de permission de sortie, des choses comme ça fait partie des possibilités. Après, en prison, ça arrive quand même rarement, on va pas se mentir, mais donc en placement extérieur, c'est possible. Après, le temps de sa post-cure, comme elle n'est pas encore en possibilité de le faire, son conseiller pénitentiaire d'insertion de probation ou son éducateur peuvent demander au juge de suspendre le délai. Parce que Très les bien. personnes ont un délai pour exécuter ces heures. Et il y a Mhm. possibilité de demander au juge de suspendre le délai lorsque la situation familiale, sanitaire, professionnelle empêche sur un long temps. On ne parle pas de 15 jours, on parle vraiment d'un long temps, parce que le temps de faire le rapport, de l'envoyer, qu'il soit lu, qu'il y ait la décision prise 15 jours, ce sera fini. Par Mais exemple, voilà. si la personne est en post-cure pendant 6 mois, là, ça vaut le coup de demander une suspension. Oui, il y aura sûrement une demande d'attestation en fait qui vous sera faite par son CPIP pour pouvoir justifier auprès du juge cette demande. Et en fait, c'est possible de suspendre le délai, ce qui fait que la personne après. Euh, D'accord. alors, par contre, il y a quelque chose qui est important à savoir. C'est-à-dire que la personne a un délai pour exécuter cette peine, mais ça ne veut pas dire que c'est elle qui va choisir d'exécuter son tige dans un an, parce que là, en fait. Elle n'a pas envie, ce genre de choses. En fait, l'idée, c'est qu'elle exécute sa peine le plus rapidement possible, sauf s'il y a une situation qui exige que ce soit reporté. Mais dans le cadre d'un placement extérieur, par exemple, si notre patient va en appartement thérapeutique Il peut faire en placement il peut faire extérieur, ce genre de tiges. légalement, il peut faire les tiges. Ouais. D'accord. Ok, merci. J'avais une dernière chose, une dernière petite précision à apporter, mais vite fait, et vous pourrez le développer avec votre RT-Tige local. Il faut savoir, c'est qu'un travail d'intérêt général, c'est nous qui sommes l'employeur. C'est le SPIP qui est employeur des tigistes. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui va être démarche administrative, etc., déclaration URSSAF, etc., vous n'allez pas à vous en occuper. Il faut savoir et aussi, c'est que vous êtes partenaire d'accueil de tige, on vous demande de transmettre des savoir-être et des savoir-faire. Donc, ce n'est pas vous qui êtes condamné à un tige. Le tige se passe pas bien, la personne arrive en retard, ça fait 4 fois qu'elle arrive en retard en une semaine, ce qui est beaucoup, même pour moi. En fait, on va vous demander, c'est de prévenir le SPIP ou la PJJ de la moindre difficulté. Et il faut savoir, c'est que vous avez déjà prévenu la personne une fois, 2 fois, vous avez même été bien gentil, vous l'avez prévenu 2 fois. La troisième fois, n'attendez pas plus. La personne, en fait, elle a fait plein de choix dans sa vie avant d'arriver devant vous.
pour exécuter des heures de tige. Elle a fait le choix de commettre une infraction, elle a fait le choix, parce qu'on lui a demandé son consentement pour exécuter des heures de tige. Et l'air de rien, le lieu de tige, souvent, c'est un choix qui est fait en lien avec le SPIP et la PJJ pour que ça ait le plus de chance pour elle. Donc si au final, une fois qu'elle arrive devant vous, elle fait le choix de ne pas venir ou d'arriver en retard ou de ne pas vouloir faire les tâches que vous lui confiez, ben, en fait, il y aura des conséquences à assumer et ce sera à elle de les assumer. Donc en fait, voilà, le tige, ce n'est pas vous. Voilà, je le dis parce que souvent nos partenaires de tige sont trop mignons et ils portent le tigiste à bout de bras et c'est contre-productif parce qu'on est dans un travail aussi de responsabilisation. Donc en fait, la personne ne joue pas le jeu, ne respecte pas ce que vous lui avez demandé de faire. Ben, vous appelez le SPIP et la PJJ. Et si jamais ça devient, enfin voilà, avant que ça ne devienne insupportable, vous l'avez dit une fois, vous l'avez peut-être dit deux fois, ben, vous appelez, vous dites le tige s'arrête et le tige s'arrête. Et ce sera peut-être mes collègues du SPIP et de la PJJ même qui vous diront on va arrêter là. Parce que de nouveau, on a des partenaires trop mignons qui portent le tige à bout de bras et parfois on a juste besoin de leur dire non, on va arrêter là. De toute évidence, monsieur a des difficultés à comprendre le cadre, on va revoir ça avec lui. Voilà. On va être contrainte d'en rester là. Céline, Merci à vous. nous Désolée, j'ai beaucoup aussi. parlé. Est-ce que, voilà, une dernière question aurait besoin d'être posée ou est-ce qu'à un moment, on peut s'en arrêter là et vous adresser à chacun d'entre vous les coordonnées du référent territorial de votre territoire de façon à ce que, à la suite du fascicule, à la suite de ce webinaire, vous puissiez être encouragé à fouiller cette question au plus près de vos besoins en établissant le contact avec votre référent territorial. Est-ce que ça convient à tout le monde? C'est parfait. Eh bien, écoutez, merci à tous d'avoir été présents, d'avoir répondu présent. Et puis, que ce soit Céline, Eulalie, Ludovic ou nous-mêmes, nous restons à votre disposition si vous deviez avoir besoin d'éléments complémentaires après réflexion. Merci à tous. Bonne fin de journée. Wow. Au Au revoir, revoir. merci. Au revoir, merci.